Merci pour l'invitation. Donc, ça dépend comment vous le prononcez. Moi, je dis Visov, mais il y en a qui aiment bien dire Visov et avoir le petit jeu de mots. En attendant, on va faire un peu de sémantique. Le gros acronyme MSGU, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les médias sociaux en gestion d'urgence. Donc là, pour l'instant, on a parlé vraiment d'action terrain, que ce soit à Chamonix ou dans le Var. Là, nous, notre action, elle se situe de manière digitale et ça date depuis 2013. Donc finalement, qu'est-ce que sont les MSG, les médias sociaux en gestion d'urgence? C'est un regard sur le terrain depuis l'ordinateur. C'est nos yeux finalement. Chaque citoyen avec son téléphone et son compte sur les réseaux sociaux a moyen de nous donner un retour terrain depuis sa position. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce qui a vraiment convaincu le COGIC de l'importance des réseaux sociaux, c'est sur l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en 2013, puisque à 17h15 sur cet accident, le CODIS est prévenu. À 17h19, on a déjà les photos sur le. Donc, ces informations-là, c'est capital, parce qu'on imagine bien qu'en 4 minutes, le dispositif de secours ne pouvait pas être sur place. Et c'est comme ça qu'ils ont pu dimensionner l'événement. Et donc là, je cite, ces médias sociaux en gestion d'urgence ne sont plus une menace. Et c'est vraiment un moyen d'avoir un coup d'œil rapide sur la situation. Donc, cette présentation, finalement, elle s'intéresse tant pour vous au côté citoyen, sur comment je peux participer de chez moi avec mon téléphone, ou au côté gestionnaire, puisque les réseaux sociaux, ça a une double casquette. Ça permet déjà de diffuser de l'information. Pour un gestionnaire, des messages de prévention sur les différentes phases de la gestion de crise, avant, pendant, après, des consignes, des messages d'information. Alerte un peu moins, parce que l'alerte, elle va directement à vous. Et c'est quand même nous qui allons chercher les informations sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi de démentir les rumeurs. Et aussi, c'est un canal direct pour les citoyens. Dans l'autre sens, nous, on cherche les informations pour comprendre l'événement. Ça permet de donner la localisation et la dimensionnement de l'événement. On peut avoir pour un même orage sur deux secteurs différents, une réaction immédiate de ruissellement sur les rues, où on a des vidéos où on voit que là, ça craint de ce côté-là, mais de l'autre côté, on a aussi des vidéos qui montrent qu'il n'y a rien. Donc, ça permet aussi aux autorités qui sont les SDIS ou les préfectures de dimensionner cet événement et de capter les rumeurs. On va prendre un exemple tout concret. Lubrizol, donc vous le savez tous, c'était au mois d'octobre, fin septembre 2020. On a un feu de structure sur une usine. Il faut savoir que l'intervention pompier a été super bien réalisée. Mais donc le COGIC n'a pas compris pourquoi il y avait une polémique. La polémique, elle est partie des réseaux sociaux. Elle est partie parce qu'il y a une commune qui a activé son PCS et qui a demandé à tout le monde de faire des mesures de protection. Et donc, les gens se sont dit, c'est que les fumées doivent être toxiques. Ils ont fait ce raccourci-là. Et la parole a commencé à sortir sur les réseaux sociaux, la rumeur est sortie. Et c'est comme ça qu'il y a eu une crise de communication plus qu'une crise au niveau de la gestion du sinistre. Ce qui a un peu sauvé les communicants, entre guillemets, si vous me pardonnez l'expression, c'est que Jacques Chirac est mort le même jour. Donc, l'attention des réseaux sociaux est vite basculée et ça a permis de finir la gestion de cet événement. Mais sur un tel événement, il n'y aura pas toujours quelque chose qui va prendre la place. On va passer à la slide d'après. Donc finalement, qui sommes-nous, Visov? C'est déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. Voilà, on est en soutien. On vient aider les gestionnaires de crise. Et ça date depuis, l'association a été créée en 2014. Donc les missions, c'est déjà un peu dans la continuité de la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, replacer le citoyen acteur de la sécurité civile et de sa sécurité. Comme je vous ai dit, on a un accès direct avec eux, donc il y a moyen d'avoir des échanges. Ça permet aussi d'avoir l'information, de capter l'information en temps réel, et ça peut sauver des vies. Ce n'est pas quelque chose qui est un peu audacieux de dire, puisqu'on a déjà eu par des échanges, que ce soit par Irma, où on échangeait par WhatsApp avec des personnes, ou malheureusement sur le sinistre de Gonfaron, on était en contact direct avec des familles.
pour les aider à prendre les bons réflexes. Je pense que vous avez vu aussi une campagne de communication. Pensez à appeler les pompiers avant de tweeter. Voilà, des fois, on est sur ce genre de cinétique. Et on aide et on oriente à la fois les autorités de protection, la sécurité civile. On fait le lien, puisqu'ils ne font pas le 18 ou le 112. On fait ce lien-là. Et comme je vous disais, ça permet une meilleure compréhension. Donc, on a à peu près trois grandes thématiques. C'est l'assistance aux sinistrés, le soutien aux autorités et la diffusion de la culture de sécurité civile, puisque c'est ça pour nous aussi qui prime. C'est plus on voit les messages de bonne conduite, on saura quoi faire. C'est maintenant quelque chose qui est bien ancré avec la récente journée de la résilience et tous les travaux que les différents acteurs font. Donc, on voit que maintenant, sur les réseaux sociaux, on a enfin de l'information pour pouvoir s'informer. Donc, ça va être suivante. Donc, nous, comment on fonctionne ? Faut savoir qu'on n'est que des bénévoles. Vous pouvez tous nous rejoindre si jamais vous avez envie de participer. Ça se passe sur son téléphone. Il faut avoir des comptes sur les réseaux sociaux et un WhatsApp. Donc, le gros de la structure, c'est que des bénévoles qui surveillent les réseaux sociaux à la recherche de signaux faibles. C'est des petits signaux où on voit que il y a beaucoup de tweets sur un sujet, ou alors sur Facebook, il y a une photo qui commence à sortir. Et donc, ils postent ça dans notre site WhatsApp. On a la coordination, les team leaders qui, eux, vont pouvoir être en contact direct avec les autorités et le conseil d'administration, dont je fais partie, où nos interlocuteurs sont quand même le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, le COGIC. On a les préfectures, on a la cellule de veille du ministère de l'écologie. Donc, c'est un lien direct avec toutes les différentes strates et c'est un travail collaboratif. Moi, je ne suis pas vis-off toute seule. Et de toute façon, ce qui fait la force, c'est qu'on est une équipe. Et quand il faut veiller pendant 24 heures d'affilée ou faire un suivi sur le feu de Gonfaron pendant plusieurs jours, on est bien content d'avoir des gens qui sont là et qui se relaient. Donc, page d'après. Donc, comment ça fonctionne concrètement ? Donc, il y a un événement qui se passe. Ça peut être une inondation, un feu de forêt ou même un attentat. Là, soit on le détecte, comme je vous l'ai dit, avec les signaux faibles. On voit les premiers tweets sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook ou même la Snapchat. C'est hyper intéressant. Sur Snapchat, on peut voir une carte de France avec les différents snaps que les gens veulent, qui publient, qui partagent à tout le monde. Ou alors, c'est les autorités qui nous contactent. Voilà, on a une opération d'ampleur ou un événement d'ampleur sur notre territoire. On sollicite l'aide de Visov pour avoir un retour terrain. Ou même des fois, on a un feu à cet endroit-là. Comme on est quand même 6 mois après Lubrizol, on aimerait juste savoir si on va repartir sur le même catastrophe de communication ou pas. Savoir s'il y a des rumeurs qui partent. Et donc, on déclenche une ESOV. C'est une équipe de soutien opérationnel virtuel. C'est tous les bénévoles qui sont disponibles à ce moment-là. On les met dans une salle WhatsApp, donc c'est un groupe WhatsApp, et on oriente les recherches. Donc, c'est les team leaders qui, comme ils ont pris la commande avec l'entité qui a besoin de ces informations-là, on fait des groupes. Par exemple, s'il y a sur un énorme épisode météo, un épisode Cévenol, on axe par commune, ou alors même des fois, c'est par département, selon la taille de l'événement. Et là où on fait la force, c'est qu'on prend toutes les infos sur les réseaux sociaux et on les met dans un classeur. Donc, c'est juste une feuille Excel. On met le contenu, le lien, et si c'est urgent ou non, et on le cartographie. Ça, c'est hyper important. On a une équipe carto qui est avec nous et qui, quand on trouve les infos, elle les géolocalise et les cartographie. On a vraiment été mobilisés dernièrement aussi, c'est sur la panne des numéros d'urgence, puisqu'on s'est retrouvé avec un effet domino où, au fur et à mesure, tous les numéros d'urgence tombaient. On a récupéré tous les numéros parce que chaque département mettait son numéro à soi. On a fait une carte de France avec tous les numéros de téléphone par département. Donc, le citoyen, par le biais de la carte, pouvait aller se connecter sur son département et voir le numéro qui était associé, plutôt que qui est-ce qui a communiqué. Ils ont communiqué sur Facebook, ils ont communiqué sur Twitter. C'est quoi déjà? C'est le préfet, c'est l'ARS. Donc là, avec cette carte-là, on a vraiment pu réagir assez vite. Et c'est ça, malheureusement, les réseaux sociaux, ça va très, 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 très vite. Et il faut pouvoir avoir cette réaction et cette rapidité d'exécution.
Donc, on va passer à la dernière slide. Les réseaux sociaux, j'en fais qu'en parler, mais ils ont tous leurs spécificités et il est important d'être multicanal parce que ça va se passer sur plusieurs endroits différents. Donc, ces techniques de veille, c'est ce que nous, on utilise. Mais là, je prends mon autre casquette de gestionnaire des risques naturels sur mon territoire, d'une Comcom. Même moi, à mon échelle, je fais ça quand j'ai un événement. Je vais sur les pages et les groupes publics sur Facebook, je regarde ce qui se passe. Le diable est dans les commentaires Facebook, vous allez voir. C'est toujours quelqu'un qui veut commenter en disant bah moi, au fait, j'ai pas de nouvelles, ou alors voici une photo de mon jardin et qui est en zone inondable. Et donc là, on peut l'associer avec un hauteur d'eau sur Vigicru. Et déjà, juste ces deux informations-là, ça nous dit bon bah là, on sait qu'il va continuer à pleuvoir, ça fait ça dans son jardin. Donc si ça augmente, il est prévu plus de mètres par rapport à son jardin, ça fait ça. Et même ça, c'est hyper intéressant. Et quand on arrive à le cartographier, c'est limite, on peut voir arriver l'onde de crue avec les photos Facebook. Sur Twitter, on a l'outil TweetDeck qui permet de faire différentes colonnes de suivi. Et on peut même géolocaliser, puisqu'on a tous des fois marqué « j'accepte la localisation ». Donc quand on tweet, on va avoir la géolocalisation. Donc je peux chercher une inondation que sur le secteur de Cannes, par exemple, et éviter les inondations qui sont ailleurs. Et la SnapMap, en gros, c'est une carte du monde avec des taches de chaleur. Donc, je cherche sur Cannes, par exemple, une inondation. Je zoome dessus, je clique et j'ai toutes les vidéos des dernières 24 heures qui remontent que des gens ont voulu partager. Et là, on touche une autre cible, parce que vous serez familier qu'on n'a pas les mêmes personnes sur Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Et comme ça, on arrive à avoir à peu près un panel assez large de témoignages. Waze, c'est très important pour les incidents sur les cartes. Et inversement, en tant que gestionnaire, moi j'ai pris contact avec le Waze des Hautes-Alpes et quand j'ai une route qui est coupée pour une coulée de boue, je le contacte direct et comme lui il a des droits d'édition, il la barre et ça évite d'envoyer du monde sur cette route-là. Et hors médias sociaux, MSGU, mais c'est toujours intéressant et c'est ce qu'a vu montrer Chamonix, c'est le réseau de webcams. Les webcams, ça vous fait aussi des yeux partout. Et on en a avec ViewSurf sur toutes les stations de surf, donc tout le linéaire côtier. On en a aussi en montagne. Souvent, les CD, les conseils départementaux qui gèrent les routes mettent des webcams. Nous, pour l'enneigement, c'est intéressant à voir. Et plus insolite, c'est le réseau de pêche qui aime bien voir l'eau. Donc, on a des atomes crochus puisque quand on surveille les crues, on aime bien voir l'eau. Donc aussi, c'est moyen d'avoir un réseau de webcam qui est intéressant. Donc voici à peu près tout le contour et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Julie. Des questions. Bonjour Julie, François Delpère, on voit une question. Je connais la réponse, mais c'est pour l'animation. Sauf erreur, les données que vous collectez, elles sont brutes et non vérifiées. Et ça, c'est un point important parce que forcément, ça suppose par recoupement d'en faire un renseignement pour la conduite des opérations. Alors nous, en fait, les humains derrière cette association, on prend l'information et on la traite. C'est un peu le rôle du team leader. Nous, ça nous est arrivé de tomber sur des photos d'inondation. En fait, elle datait d'il y a 4 ans et c'était juste pour faire le buzz parce que malheureusement, maintenant, tout le monde veut être connu et veut avoir sa photo qui passe au JT. Donc, il y a ce côté-là où on surveille, on vérifie les photos, on utilise aussi des logiciels comme TinyEye, où on peut rechercher la photo sur Google. Et là, on se rend compte qu'elle vient d'un autre pays ou d'un autre événement. Donc, nous, on cherche vraiment à vérifier l'info. C'est pour ça aussi qu'on rentre en contact avec les personnes qui ont publié ces informations-là. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, dans la suite, le gestionnaire de crise n'aura pas le temps de se dire est-ce que c'est une vraie image ou pas. A contrario, s'il commence à y avoir des rumeurs avec des photomontages, là aussi on les prévient. Attention, il y a ça qui part, ça serait bien que vous fassiez un démenti. Parce que nous, en tant que bénévole, on peut marquer, bon bah là, arrêtez, c'est des fausses photos. Mais le poids de mon compte par rapport au poids d'un compte officiel, ça n'a rien à voir. Alors c'est intéressant parce que là, vous êtes en train de dire que vous avez une capacité opérationnelle
à vérifier l'info. Mais si l'événement est généralisé et dépasse une zone, un bassin de vie, mais concerne plusieurs départements, voire plusieurs régions, quelle est votre capacité à vérifier la donnée et en faire un renseignement? Bah là, on est quand même 100 bénévoles derrière Visov. On arrive à fonctionner assez rapidement. Par exemple, sur un événement dimensionnant sur tous les départements pour les numéros d'urgence, entre le moment où on a détecté qu'il y avait des pannes, parce que finalement, en fait, ça a commencé aussi. C'est chaque département dans son coin s'est dit ah, mon réseau est tombé. Ils ont commencé à tweeter. Et quand on a vu les différents tweets, ou même les différents Facebook des différents départements, on s'est dit là, ça va être massif. On a mis 25 minutes à récupérer tous les numéros et en faire une carte. Donc, pour un événement aussi dimensionnant, on arrive à mobiliser. Et il y a le côté aussi bénévole. J'ai l'occasion de faire quelque chose. Je sais que c'est dimensionnant. Et comme on a des bénévoles sur toute la France, ça va forcément en toucher plusieurs. Donc, ils vont répondre. Parmi toi, présentez-vous parce que bonjour, à moi, de la communauté d'Algo de France, donc je je voulais savoir si je pouvais aussi intervenir vers l'émission dans le relais des messages qui d'un victime, par exemple, la posture à tenir dans un événement extrême, si vous pouvez diffuser vers des familles, des choses comme ça, c'est pas grave. Du coup, c'est vrai que là, je reprends mon autre casquette aussi, chargée de mission sur risque. C'est une question qu'on se pose vraiment parce qu'on a réussi à avoir assez d'expérience sur comment faire ça. Mais c'est vrai que on pourra pas. L'association, on a décidé de pas aller en dessous du niveau du département pour conseiller, parce qu'on risque de se perdre et de pas avoir la force. Et on se prétend pas communicant. Donc, c'est pour ça que nous, on ne pourra pas. On préfère responsabiliser un peu différents échelons, comme c'est pour ça que je voulais partager les différentes façons d'échanger et de retrouver des informations sur les réseaux sociaux, parce que c'est la meilleure façon de partager ce savoir et cette connaissance-là. Nous, on travaille sur c'est de l'open data. Toute la donnée est quasiment libre. On travaille avec OpenStreetMap, donc l'idée, c'est qu'on responsabilise un peu les différents échelons, et quand c'est un énorme événement dimensionnant qui va forcément, si ça touche à l'échelle d'une Comcom, ça va être le préfet qui va gérer. Donc il y a des chances pour vous que Visov soit activé via le COD en préfecture. Sauf que, Julie, à l'occasion, pour vous avoir suivi pendant un événement, vous n'hésitez pas à relayer pendant l'événement des messages d'information préventive pendant l'événement. C'est ça. Nous, si vous, pendant votre Comcom, dans le cadre du PCS, ou alors les communes en dessous, indiquent les regroupements, les points de regroupement, nous, on va les retweeter ou les partager. Comme on va partager aussi la carte, dans notre carte, par exemple, une carte sur un scénario inondation, on arrive à récupérer les AZI, donc les atlas de zones inondables, on les met, on récupère aussi les informations sur les centres d'hébergement, les CARE, et on peut même, en fonction de retrouver l'information, dire quel PCS est activé sur telle commune. Mais tout ça avec les informations des réseaux sociaux. Donc nous, on relaie ce qui est déjà fait, mais on ne va pas faire une publication en notre nom en disant que telle commune a évacué ça. J'ai une petite interruption. Moi, j'ai une question, si vous nous entendez. Donc, Claude Jacot, Chamonix. J'ai cru comprendre qu'il y avait plein par département qui avait la main sur Wave. En fait, sur Waze, on a tous, si vous l'utilisez, vous avez des points et votre signalement a plus de valeur si vous signalez plus. Donc, si vous êtes plus actif. Et c'est pas l'entité Waze, qui est une entreprise israélienne, c'est pas vers elle que vous pourrez avoir modifié les cartes. C'est des bénévoles locaux. Donc, nous, moi, c'est via la page Facebook Waze Hautes-Alpes que je peux contacter en message direct, en leur disant voilà, je suis gestionnaire de crise sur tel secteur.
Je vous confirme qu'il y a une coulée de boue parce que j'avais une photo. Donc, on a créé ce lien pendant la crise et après, on a gardé contact. Il m'a envoyé le numéro d'astreinte qu'ils ont fait parce que finalement, je me suis rendu compte qu'ils étaient très bien structurés chez nous. Je ne sais pas si chez vous, c'est le cas. Mais voilà, c'est via les réseaux sociaux qu'on arrive à créer ces liens-là. Et c'est juste des gens de bénévoles comme vous et moi qui, eux, ont débloqué des droits d'édition sur la carte. Nous, la question, le problème qu'on cherche à résoudre, il est à l'inverse, c'est-à-dire que la route principale est fermée, la déviation passe par le tunnel ferroviaire, et on ne voudrait pas que les gens croient que ça passe. Or, dès que quelqu'un passe et qu'il est équipé sur Waze, il envoie le signal aux autres, ça passe. Et nous, on met tout par terre selon la finance, et on ne sait pas comment gérer ça. Et même la préfecture, le ministère de l'Intérieur ont essayé, on est incapable de rentrer sur les réseaux. C'est pour ça que s'il y a une entrée, a fortiori, s'il y avait en Valais, donc quelqu'un qui est un fort utilisateur de Waze dans le Valais suisse, il aurait réussi la possibilité de faire des messages. C'est ça que j'ai compris. C'est ça. Il pourrait même forcer la fermeture du tunnel ou le mettre en accès simple, en accès sens unique, ou même ils peuvent modifier le tonnage. Donc, c'est pour éviter aussi les camions. Okay. Il y a même des associations de riverains qui, eux, se sont battus avec Waze parce que quand il y avait des embouteillages, ça passait que par leur lotissement. Et par ces droits d'édition, ils ont réussi à contrecarrer un peu Waze. Très bien. Et j'ai une autre question. Comment, j'ai compris que vous êtes à peu près une centaine de bénévoles à intervenir potentiellement selon le périmètre de la crise. Est-ce que vous avez un traitement homogène des informations? Comment vous faites pour les filtres que vous activez sur le réseau sociaux pour décider que finalement vous allez intervenir en supplément ou en relayant un message? C'est quoi nécessairement, ça ne peut pas être réglementaire. Au sein de votre association, comment vous essayez d'obtenir quelque chose de reproductif dans le programme et de qualité, bien sûr? En fait, il y a un processus de recrutement. Les personnes qui veulent nous rejoindre, on leur fait passer un petit test, déjà pour savoir s'ils arrivent à trouver des informations sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on les forme. On a un petit livret d'accueil et on leur donne on les assigne avec un tuteur pour qu'ils aient un peu les bons réflexes. Et après, ils se font la main sur des crises. Et c'est là où il y a l'échelon team leader qui va chaperonner un peu les retours. Il y en a ils sont un peu submergés en disant on va refaire une campagne en mode on a vraiment besoin d'aide. Ou alors, comme on commence à avoir pas mal d'expérience, puisque moi, ça fait quand même depuis 2017 que je suis dedans, on arrive à sentir un peu, des fois, c'est pas grave si on n'est pas exhaustif. Si on a l'essence même pendant un coup de rush, si on a l'essence du problème, on arrive à le retrouver et on axe les recherches. Par exemple, sur certaines crises, on dit on oublie de prendre les photos des jardins, on n'a pas le temps, on cherche des demandes d'aide. Donc, on cherche tous les commentaires, on regarde s'il n'y a pas de demandes d'aide. Pour la Corse, là, sur l'orage de Corse, on a pris contact avec beaucoup de personnes, parce qu'il y en a plein qui disaient je suis sans nouvelles de telle personne, elle était partie faire du bateau, j'ai pas de nouvelles. Donc, on a récupéré les coordonnées du bateau, on a cherché à croiser avec les balises de détresse, c'est celles qui ont arrêté d'émettre au moment où il y a eu le passage du DERECO. Donc, en fait, on s'adapte. Et c'est ça la force de l'association, c'est que pour chaque crise, comme on sait, c'est l'inattendu, inhabituel, et on s'adapte. Pour l'ouragan Irma, les réseaux sociaux étaient tombés. Tout le monde communiquait par WhatsApp. On a réussi à trouver un contact qui nous a fait rentrer dans le groupe. Et là, on a remonté sur les réseaux sociaux et on a trouvé de l'information. Parce que, historiquement, vous faisiez des rapports que vous transmettiez à vos interlocuteurs opérationnels. C'est toujours d'actualité. Si je reprends la question, c'est la question de rapidement l'information, selon quels critères et dans quelle mesure elle est rendue à travers un rapport circonstancié vers les opérationnels pour pouvoir l'adresser et prendre des dispositions. Ces rapports circonstanciés, vous ne les faites plus? On les fait, en fait, on fait un rapport global, par exemple, on se fait des points de situation avec, que ce soit par téléphone ou par mail. Tous nos partenaires ont accès au classeur, donc ils le voient se remplir au fur et à mesure. Comme il y a l'onglet urgent, ils peuvent regarder. Et on met la commune qui est touchée, le secteur, le type.
mais on fait toujours ces rapports-là pour donner un peu une température et vraiment faire un point de situation quand c'est demandé ou quand nous, on juge que c'est nécessaire. D'accord. J'avais encore une question. On va prendre une dernière question. Parce que... C'est très simple, hein, c'est juste par rapport en fait, à développement de volontaires internationaux, des obligations internationales. C'est un réseau européen, vous avez au-delà de l'échelle française. En fait, pour refaire un peu l'historique, vraiment déclencher l'aspect MSGU, c'est l'ouragan Sandy aux États-Unis, où ils se sont rendus compte de la force et du besoin qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là qu'est né les VOST, Virtual Operational Support Team, et c'est sorti aux États-Unis en 2012. Et nous, Visov, on est le VOST France. Et on fait partie du réseau VOST Europe. Donc, on est en contact avec nos collègues de Belgique, du Portugal, de la Croatie, de la Slovaquie, donc plusieurs pays européens, Allemagne. Et on a un peu un process d'entente. Hein, on n'a rien de vraiment signé, mais l'idée, c'est que si on a une crise déjà qui est frontalière, un feu de forêt sur le Pays Basque ou le 66, si on doit communiquer en espagnol ou en français, d'avoir ces ressources-là qui sont bilingues, c'est hyper intéressant. Et on prépare aussi les JO, où on devra forcément avoir peut-être des informations qui vont monter dans différentes langues. Donc, on fait un peu, on se travaille à l'échelle européenne pour pouvoir tous échanger et avoir cette force de frappe si besoin.